à tous. Aujourd'hui, nous allons vous faire une présentation du fantassin belge du mois d'août 1914. Au début du XXe siècle, la Belgique est encore un État relativement jeune. Né de la Révolution de 1830, son indépendance est reconnue par le traité de Londres de 1839, qui établit également son statut de neutralité. Les grandes puissances européennes se portent alors garantes de cette neutralité, tandis que le Royaume, lui, s'engage à ne prendre part à aucun conflit les opposant. Situation favorable au petit pays qui lui permet de rester à l'écart des diverses guerres européennes pendant plusieurs décennies. Cette neutralité contribue cependant à détourner progressivement l'opinion publique belge des questions militaires et stratégiques vers des préoccupations plutôt commerciales. Le pays connaît une importante prospérité économique grâce à son industrialisation précoce, particulièrement sous le règne de Léopold II, et la guerre franco-prussienne de 1870 qui s'arrête aux frontières belges semble d'ailleurs confirmer l'efficacité de ce statut de neutralité. Pourtant, le conflit de 1870 révèle aux autorités militaires belges une nouvelle réalité. En cas de violation de son territoire, la Belgique devrait pouvoir mobiliser un contingent suffisamment important susceptible de soutenir la puissance respectant son rôle de garant. Ainsi, l'état-major belge comprend la nécessité de renforcer des effectifs et des fortifications du royaume. Cette transformation est toutefois extrêmement lente et jusqu'en 1909, le recrutement repose essentiellement sur le tirage au sort et le volontariat. Au grand conseil de guerre, le roi Albert lui demanda son nom. Dupont, il dit, voilà la croix de guerre. Maintenant, 2-3 mots sur le service militaire. Après son indépendance, la Belgique conserve la loi de milice héritée du Royaume-Uni des Pays-Bas. L'armée doit alors être constituée en priorité de volontaires, complétée par des miliciens tirés au sort. Le contingent est réparti entre les provinces et les communes en fonction de leur population. Les régiments réunissent des soldats flamands et francophones, mais le français demeure la langue habituelle du commandement. Jusqu'en 1913, un milicien appelé peut également se faire remplacer par une autre personne apte au service militaire. Cette possibilité permet notamment aux jeunes issus des milieux aisés de se soustraire à leurs obligations en rémunérant un remplacement, généralement moins fortuné. Une première étape décisive est franchie avec la loi de 1909. Celle-ci instaure le principe du service militaire, mais de manière encore limitée. Un seul fils par famille peut être appelé, certaines catégories bénéficient en outre d'exemptions, notamment les ministres du culte, tandis que les élèves ecclésiastiques, les membres des congrégations religieuses et les élèves instituteurs ne bénéficient que d'une exemption partielle. Ils doivent en effet suivre pendant 3 mois une formation d'infirmiers ambulanciers afin de pouvoir, en cas de guerre, assurer des missions humanitaires utile à l'armée. La loi du 19 juin 1913 marque une rupture bien supérieure. Le principe du fils unique est finalement abandonné au profit d'un service militaire généralisé. Les jeunes hommes âgés de 20 ans ou plus sont désormais appelés à participer au recrutement de la milice, terme désignant alors le contingent annuel de l'armée. Cette réforme intervient cependant très tard et le dédoublement des régiments entrepris l'année suivante permet d'augmenter rapidement les effectifs mais affaiblit simultanément l'encadrement. Le nombre d'officiers disponibles ne progresse pas au même rythme que la troupe. L'armée compte en 1913 environ 3600 officiers pour 45 000 hommes. Et les obligations militaires s'étendent sur 13 années, 8 années dans l'armée active et 5 dans la réserve. C'est ainsi que le 31 juillet 1914, les obligations militaires permettent de rappeler 13 classes, auxquelles le roi ajoute 2 classes plus anciennes le 4 août. Au total, l'armée belge atteint alors environ un effectif de 234 000 hommes, répartis entre l'armée de campagne, les troupes de forteresse et les formations auxiliaires. À savoir qu'en Belgique, il n'existe pas de système équivalent à celui qui existe dans d'autres pays. Pour mobiliser les hommes âgés de plus de 33 ans, il existe à la place une garde civique. Son rôle est de contribuer au maintien de l'ordre public, par exemple dans les manifestations et les grèves, tout en ayant la possibilité d'être incorporé à l'armée en cas de guerre, comme prévu par la Constitution. Elle comprend tous les hommes valides âgés de 21 à 50 ans, n'ayant pas effectué de service militaire. Jusqu'à l'âge de 32 ans, ceux-ci appartiennent au premier ban et doivent participer à 10 séances d'exercice par an. Ils passent ensuite dans le deuxième ban, où ils ne sont convoqués que pour 3 réunions annuelles. Debout sur la frontière, au flanc des noirs coteaux, voici la troupe altière qui veille sans repos. Devant la menace.
En 1882, le général Henri-Alexis Brialmont proposa la création de ceintures de forts autour de Liège, Namur et Anvers. La forteresse de Liège devait notamment protéger le territoire contre une éventuelle invasion allemande, tandis que celle de Namur devait faire face à une attaque venant de la France. Construite entre 1888 et 1891, elle compte alors parmi les plus modernes d'Europe. Leur principe est de faire perdre du temps à l'ennemi et de permettre à l'armée belge de se mobiliser. Néanmoins, s'il est vrai que ces forts étaient modernes lors de leur inauguration, ce n'est plus vraiment le cas en 1914, face aux énormes progrès de l'artillerie, et les canons allemands de 420 mm finiront par en venir à bout, mais permet comme prévu aux forces belges et alliées de gagner un temps extrêmement précieux. Lorsqu'on défait l'ensemble, pareil aux sangliers, la biche écoute et tremble dans l'ombre des halliers. C'est le chasseur qui passe le long des verts buissons et qui remplit l'espace du bruit de ses chansons. Lorsqu'on défait... La nouvelle armée de campagne doit comprendre 6 divisions d'armée et une division de cavalerie. Parmi les 6 divisions d'armée, 4 comprennent chacune 3 brigades mixtes, tandis que les 2 autres en comprennent 4. Une brigade mixte est composée de 2 régiments d'infanterie, un groupe de 3 batteries montées, une unité cycliste, un peloton de gendarmerie à cheval. Chaque division est complétée par un régiment de cavalerie divisionnaire comprenant 4 ou 5 escadrons, un régiment d'artillerie composé de 3 groupes de 3 batteries comprenant des canons et des obusiers, un bataillon du génie composé de 2 compagnies, les services auxiliaires, la division de cavalerie. La division de cavalerie, elle, est organisée en 3 brigades. Chacune de ces brigades comprend 2 régiments de guides, de hussards ou de lanciers, un groupe de 2 batteries d'artillerie à cheval, une compagnie de cyclistes et des services auxiliaires. En écoutant le corps et le clairon, nous évoquons, lorsque le jour s'achève, le souvenir des 4 fils. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de l'infanterie belge. Donc, en temps de paix, l'infanterie belge se compose de 20 régiments répartis de la manière suivante. Il y a 14 régiments d'infanterie de ligne, 3 régiments de chasseurs, 1 régiment de grenadiers, 2 régiments de carabiniers. Le régiment d'infanterie est constitué de 3 bataillons. Chaque bataillon comprend 4 compagnies, elles-mêmes organisées en 4 pelotons et 8 sections. Une exception concerne les 13e et 14e régiments de ligne, qui sont constitués de 4 bataillons de forteresse comprenant chacun 3 compagnies. Chaque régiment de carabiniers comprend 3 bataillons actifs de 4 compagnies, ainsi que 3 bataillons de forteresse de 4 compagnies. Un bataillon cycliste de 4 compagnies est également rattaché au 1er régiment de carabiniers. Lors de la mobilisation, donc en temps de guerre, on passe de 3 bataillons à 6 bataillons. Ces 3 nouveaux bataillons forment un régiment bis. Maintenant 2-3 mots sur les mitrailleuses et l'armement. Comme dans les autres armées européennes, l'armée belge commence à s'intéresser aux mitrailleuses au début du XXe siècle. Dans un premier temps, leur emploi reste limité à la défense. Elles sont considérées comme des armes d'appui et sont utilisées presque comme des pièces d'artillerie. L'intérêt véritable de l'armée belge pour cette arme se développe après la guerre russo-japonaise de 1904-1905. L'emploi massif des mitrailleuses et les pertes provoquées par celles-ci ont bien démontré leur efficacité. Pour un petit pays entouré de plusieurs puissances militaires beaucoup plus importantes, elle présente un intérêt particulier. Dès 1906, la Belgique commande des mitrailleuses Hotchkiss. Puis en 1908, il est dit que la garnison d'Anvers disposerait de 40 Hotchkiss montés sur des affûts à roues. La Hotchkiss M1900 fonctionne par emprunt de gaz et possède un refroidissement à air. La version belge utilise des lames métalliques de 30 cartouches de calibre 7,65 mm. Ces premières armes sont installées sur de lourds affûts tractés par des chevaux auxquels est fixé un affût trépied. En août 1914, 12 Hotchkiss, soit 2 compagnies de 6 mitrailleuses, sont déployées dans la position fortifiée de Liège. 12 autres se trouvent à Namur, tandis que les autres exemplaires restèrent à Anvers. L'armée belge souhaite ensuite disposer d'une mitrailleuse destinée directement à l'infanterie de l'armée de campagne. Des essais sont organisés en 1909 entre 4 modèles. La Hotchkiss, la Madsen, la Maxim et la Schwarzlose. Les 2 armes alimentées par bande, la Maxim et la Schwarzlose, se montrent rapidement supérieures, notamment grâce à leur capacité à maintenir des cadences de tir très élevées.
Le modèle commercial Maxim M1909, présenté par la DWM, est finalement adopté par arrêté royal du 23 novembre 1911, sous la désignation de Maxim modèle 1911. Fabriqué en Allemagne par la DWM, les premières armes sont livrées en décembre 1912 par l'intermédiaire de sa filiale belge, la Fabrique nationale. Le nombre exact livré à cette date n'est pas connu, mais d'après le MRA de Bruxelles, les numéros de série permettent de l'estimer à environ 150 exemplaires. La Maxim M1911 dispose d'un affût trépied et son alimentation se fait au moyen de bandes de toile de 250 cartouches. Refroidie par eau, elle peut maintenir une cadence de 300 à 450 coups par minute pendant des périodes prolongées. Dès leur réception, différents moyens de transport sont expérimentés, notamment avec des chevaux de bas. Lors des grandes manœuvres de 1913, une compagnie de mitrailleuses fut équipée de chiens, matins belges, 2 chiens tirant chacun une charrette, l'une pour la mitrailleuse, l'autre pour les munitions. Ce système séduit l'armée qui est adoptée. Les chiens mesurant environ 80 cm au garrot et réputés dociles permettent de déplacer et de mettre en œuvre les Maximes avec une grande mobilité. Il présente également l'avantage d'être moins coûteux que les chevaux à l'achat et à l'entretien. Lorsque la guerre éclate, la Maxim constitue la principale mitrailleuse belge. Les sections canimobiles prouvèrent d'ailleurs leur efficacité lors des combats de Heillen, contribuant fortement à la victoire belge face aux cavaliers allemands. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis le 3 août à la France. Les Allemands savent qu'ils doivent agir rapidement afin d'éviter une guerre longue sur 2 fronts. Cette stratégie provient directement du plan Schlieffen, élaboré en 1905 par le maréchal Alfred von Schlieffen, alors chef de l'état-major allemand. Son raisonnement repose sur une observation simple. La Russie, en raison de son immense territoire et de son réseau ferroviaire moins développé, mettrait plusieurs semaines à mobiliser complètement son armée. L'Allemagne disposerait donc d'une courte période pour vaincre la France afin de transférer l'essentiel de ses troupes vers l'Est. Le 2 août 1914, l'Allemagne adresse un ultimatum au gouvernement belge exigeant le libre passage de ses armées, ce qui sera refusé. Le 4 août, les premières unités allemandes franchissent la frontière. L'armée belge oppose une résistance beaucoup plus forte que prévu, notamment autour des forts de Liège. Bien que les gigantesques canons allemands de 420 mm finissent par venir à bout des fortifications, la défense belge retarde l'avancée allemande et permet à la France d'accélérer sa mobilisation et au corps expéditionnaire britannique de débarquer sur le continent. Maintenant, nous allons vous présenter l'uniforme du fantassin belge. Donc, il s'agit une nouvelle fois d'une présentation relativement complète mais non exhaustive. Et si vous appréciez notre travail, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Le lien est en description. À la suite de la mobilisation, les dépôts militaires sont rapidement confrontés à d'importants problèmes d'approvisionnement. Ils peinent à fournir aux soldats les uniformes et les équipements nécessaires. Certains hommes reçoivent alors du matériel ancien qui ne correspond plus au règlement en vigueur. Dès le 4 août 1914, il est ordonné de supprimer les éléments d'uniforme trop voyants. Ainsi, les galons de képi disparaissent, les éléments en laiton sont laissés à l'oxydation, on recouvre des housses, on noircit tout ce qui brille trop. Cette mesure restera en application jusqu'à l'adoption de la nouvelle tenue kaki en 1915. Le 14 août, les chapska des lanciers sont remplacés par des bonnets de police, afin d'éviter toute confusion avec les uhlans allemands. Parallèlement, des confusions similaires eurent lieu avec l'infanterie de ligne belge, dont le bonnet 1886 rappelait fortement la Mütze prussienne. La chaleur torride de l'été 1914 influence elle aussi la tenue des soldats, et de nombreux militaires délaissent les shakos pour leur bonnet dit camembert. Les manches des capotes se retroussent et les cols s'ouvrent grands. Donc la tenue du fantassin belge d'août 1914 est composée du shako modèle 1893 qui reprend la forme du modèle de 1845 mais dont les dimensions sont réduites et définies dans la circulaire ministérielle du 10 mars 1893. Fabriqué en feutre, il reprend la couleur de l'uniforme, dans ce cas-ci bleu à passepoil rouge pour l'infanterie de ligne. Sur sa face avant, on retrouve une plaque en chrysocale, alliage imitant l'or qui renseigne le numéro du régiment. Le tout est surmonté d'un pompon distinctif et recouvert d'une houste en toile cirée qui arbore à nouveau le numéro de régiment.
Rapidement jugé inadapté car trop lourd ainsi que trop brillant dû à sa housse, cette coiffure ne répond plus aux nouvelles exigences de la guerre moderne et dès les premiers jours du conflit, les soldats commencent à retourner leur housse pour contrer cette brillance. Tandis que d'autres ayant déjà perdu leur housse retirent tout simplement leur plaque de chrysocale et autres signes distinctifs. Le retournement de la housse et la suppression du pompon seront officiellement ordonnés par l'armée le 12 août 1914. Le bonnet de police modèle 1886, surnommé bonnet camembert, est très souvent porté à l'été 1914 à cause des très fortes températures. Il est bien plus léger et confortable que le shako. Le port de ce dernier est parfois observé retourné afin de dissimuler son large bandeau rouge. Et pour s'offrir un peu plus de protection du soleil, certains soldats y glissent une visière improvisée en carton. Parmi les soldats et sous-officiers de l'infanterie de ligne, 2 modèles de pantalons sont destinés au combat. Un pantalon en drap de laine pour les périodes froides et un modèle en coton pour les périodes de forte chaleur. Le pantalon dit d'hiver est confectionné en drap de laine gris et se distingue jusqu'en 1906 par un passepoil rouge écarlate. À partir de cette date, celui-ci est remplacé par un passepoil bleu. Toutefois, les 2 couleurs semblent avoir continué de coexister au sein de ces unités, y compris encore en 1914. Le pantalon dit d'été est décrit dans la circulaire du 12 août 1891, confectionné en pur coton d'Amérique de fond bleu. Il est lui aussi à l'origine agrémenté d'un passepoil écarlate, mais il semblerait que ce dernier ait été tout bonnement supprimé lors de l'adoption du passepoil bleu. En effet, aucun passepoil n'est visible sur les nombreuses photographies des manœuvres de 1913 ou de l'invasion d'août 1914. Il est muni à l'arrière d'une martingale à boucle en fer verni noir et à l'avant d'une poche à gousset. Au pied du fantassin se trouvent les brodequins modèle 1910, surmontés des guêtres modèle 1891, qui permettent de protéger le bas du pantalon et d'éviter que quoi que ce soit ne se glisse dans la chaussure, gênant ainsi la marche. Leur fixation s'effectue en passant le lacet de serrage sous la 3e rangée du lacet du brodequin, ce qui permet de les maintenir solidement en place. Le yass, surnom du soldat belge, était en théorie censé percevoir 2 chemises, mais la réalité des choses est qu'en août 1914, les stocks étaient insuffisants. On voit alors le port de chemises civiles. Autour du cou, le soldat possède une plaque d'identité en os ou en aluminium, ainsi qu'un sous-col pour se protéger des irritations de la laine. La vareuse modèle 1897 est employée en toutes circonstances, hormis par forte chaleur, où on autorise alors qu'elle soit rangée dans le havresac. Elle se porte avec le ceinturon à plaque en tenue de sortie et de parade. Elle est caractérisée par son absence de poche, son col droit et son passepoil aux bottes de manche. La capote, dont le port était obligatoire par presque tout temps, est munie d'une double rangée de 5 boutons, d'un col rabattu, de pans rabattables et un total de 5 poches, dont l'une dans la doublure destinée à contenir le pansement individuel. De part et d'autre, nous retrouvons une paire de crochets pour soutenir l'équipement. En temps de paix, elle peut être exceptionnellement roulée dans le havresac. À son entrée dans la Première Guerre mondiale, le soldat belge porte un équipement d'un poids total d'environ 25 kg. Son équilibre est assuré par des contre-sanglons reliant sa cartouchière à son havresac. Conçu en peau de vache, le havresac offre une résistance satisfaisante aux intempéries. Les poils favorisant le ruissellement de l'eau de pluie, son espace intérieur est renforcé par une structure en jonc qui lui permet de conserver sa forme et abriter le contenu réglementaire dont un mouchoir, une paire de gants, une paire de chaussettes, 2 chemises, un caleçon, un essuie-main, une boîte de graisse, le pantalon de toile bleu ou le pantalon en laine selon la saison, un sac à brosse, des ciseaux, un sac à bottines, une ceinture de flanelle, un nécessaire à couture ainsi qu'une boîte en aluminium destinée aux petits vivres et biscuits. En pratique, il semblerait que le linge de rechange est souvent manqué. Cette liste est bien évidemment théorique et pouvait différer.
Les deux poches latérales renferment la moitié de la dotation en munitions du fantassin, soit 60 cartouches, le reste étant conservé dans la cartouchière ventrale modèle 1896. À l'extérieur, la marmite est fixée sur la face avant, tandis que les 4 sangles disposées sur son pourtour permettent d'y attacher divers accessoires, tels qu'une vache à eau, une lanterne ou encore des brodequins de rechange. Le havresac est par ailleurs théoriquement conçu pour servir de coussin lors des bivouacs. Comme dit plus haut, la cartouchière contient 60 cartouches. Ces dernières sont divisées en 4 paquets de 15 cartouches. Bien que soigneusement rangées, on pouvait en faire rentrer jusqu'à 100. Son emplacement, toutefois, ne rendait pas la chose idéale pour un tireur allongé. Et lorsque le havresac n'était pas porté, la cartouchière donnait un effet bedonnant aux soldats, en plus d'être inconfortable à porter. Logé dans son porte-pelle sur le côté gauche, la pelle Lindemann est maintenue par une sangle qui s'enroule autour de son manche, puis du fourreau de la baïonnette, évitant ainsi tout entrechoquement. La baïonnette est un modèle 1889 court, dit Jeannette, destiné au fusil Mauser. La dotation théorique en outils correspond à 100 pelles par compagnie, s'y ajoutent 12 serpes, une lime et 6 scies articulés, soit environ un outil pour 2 hommes. Le sac à pain modèle 1896 permet au soldat de conserver à portée de main les objets dont il a besoin rapidement. Le bidon en aluminium possède une contenance d'1 litre et prend place dans la boucle externe du sac. Il est maintenu dans sa partie supérieure par un crochet. Sa housse en feutre permet de l'isoler et limiter les reflets. À César résistant, plein d'audace, indompté, qui jeta ce... Maintenant, 2-3 mots sur l'armement. Donc, face au programme de réarmement de ses voisins, la Belgique lança dès 1886 une longue campagne d'essais destinée à comparer toutes les armes disponibles sur le marché afin de remplacer ces vieux fusils à un coup, Albini, Breinlin et Tersen. Le gouvernement exigea que cette nouvelle arme soit fabriquée en Belgique. Dans cette optique, un consortium d'armuriers fonda le 3 juillet 1889 la Fabrique nationale d'armes de guerre d'Herstal. Quelques jours plus tard, le 12 juillet, avant même l'adoption officielle d'un nouveau fusil, la FN signa avec le gouvernement un contrat de 150 000 exemplaires pour un montant de 11 850 000 francs or, soit 79 francs par unité. Le 15 octobre 1889, la commission d'essai recommande officiellement le Mauser au ministre de la Guerre. Le 23 octobre 1889, le roi Léopold II signa l'arrêté royal qui l'adoptait comme fusil réglementaire de l'armée belge. Ce sont en tout 150 000 fusils qui sont fabriqués du 6 février 1892 jusqu'au mois de décembre 1894. Parallèlement, la manufacture d'armes de l'État de Liège s'équipa pour être capable de produire des carabines et des pièces de rechange. Elle fabriqua également plusieurs dizaines de milliers de Mauser avant 1901, puis environ 40 000 fusils au total avant 1914. Afin de poursuivre le réarmement de l'armée, 2 commandes supplémentaires de 20 000 fusils furent passées à la FN en 1903 puis en 1906. Au total, on estime qu'environ 230 000 Mauser modèle 1889 furent fabriqués avant le déclenchement de la guerre. Ces armes furent acquises par le ministère de la Guerre et le ministère de l'Intérieur pour la garde civique, l'État indépendant du Congo, puis après 1908 par le ministère des colonies. La résistance de la forteresse de Liège permit l'évacuation du personnel, des stocks et d'une grande partie des machines-outils de la manufacture d'armes de l'État vers Anvers. Le 13 octobre 1914, la garde civique, dont la moitié des unités étaient dotées de fusils 1889, fut dissoute, sous le refus allemand de la reconnaître comme force combattante régulière, ce qui permit à l'armée de récupérer plusieurs milliers de Mauser destinés à renforcer ses réserves. 2 jours plus tard, le 15 octobre 1914, les personnels évacués continuèrent à Calais l'atelier de réparation des armes portatives. Avant la fin de 1914, ils avaient déjà remis en état 12 000 fusils et 600 carabines.
Maintenant, parlons un petit peu de la doctrine de tir dans l'armée belge. Donc, contrairement à de nombreuses armées européennes de l'époque, l'infanterie belge ne pratiquait jamais le tir en volée. Chaque tireur visait soigneusement et ouvrait le feu lorsqu'il estimait avoir les meilleures chances d'atteindre son objectif. Méthode qui pouvait être interprétée par des observateurs étrangers comme un manque de discipline. L'armée belge exploitait pleinement la précision du Moser modèle 1889 en accordant une place centrale au tir individuel. Le règlement de tir rappelait constamment que l'instruction de tir doit être individuelle, considérant que chaque soldat devrait être capable de viser et de toucher sa cible de manière autonome. Chaque homme devait atteindre un niveau minimal de précision à 400 mètres et poursuivait son entraînement jusqu'à l'obtention de ce résultat. Les meilleurs tireurs étaient ensuite encouragés à s'exercer à des distances supérieures jusqu'à 600 mètres afin d'atteindre les limites de leur capacité. Cela permit aux Belges, dès les premiers combats de 1914, d'infliger des pertes importantes à longue distance aux troupes allemandes. Incapables d'expliquer l'efficacité de ces tirs, les Allemands les attribuèrent à des prétendus francs-tireurs et exercèrent en représailles des violences contre les populations civiles. On espère que cette vidéo sur l'histoire et l'équipement du fantassin belge d'août 1914 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à booster et aussi à nous soutenir si vous considérez que notre travail en vaut la peine. Donc voilà, portez-vous bien et à la prochaine.